Alors, on va commencer rapidement du coup. On est Friends and Figma. Je pense que vous connaissez un peu. C'est notre premier event en présentiel. On a déjà fait pas mal. En virtuel, mais c'est notre premier en hybride. On va vous présenter rapidement Friends and Figma. Alors, on est trois. Il y a moi, que je suis design ops chez Canal+. Il y a Pierre-Antoine qui est le lead product designer chez C1. Et il y a en fait Hugo qui en fait, il est sur Zoom. Il peut pas nous, malheureusement, il ne peut pas nous joindre aujourd'hui parce qu'il en fait, il est en formation quelque part en France. Il est sur Zoom, ouais. Alors, pour vous raconter un peu qu'est-ce qu'on fait. Alors, on fait des events tous les 3 mois, mais on essaye de faire en fait un peu plus tous les mois. Là, par exemple, le mois d'octobre, on fera en fait un event, event en octobre, ça sera plutôt en présentiel. Un petit message. Alors, on nous confond toujours avec Figma. Alors, on est rattaché à Figma, mais on n'est pas salarié chez Figma. On est tous en boulot à côté. Moi, chez Canal+, Hugo chez C1, mais on fait ça en fait avec dans notre temps libre. Donc, n'hésite surtout pas à participer. Donc, si vous voulez être speaker pour les prochains events, n'hésitez pas. Donc, vous avez le site Friends and Figma Paris. Tout en bas de la page, vous avez un bouton nous contacter. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Mais si vous avez une idée ou pas, si vous avez un sujet ou pas, même si vous n'avez pas d'idée, même si vous ne travaillez pas chez Figma, travaillez pas sur Figma, il n'y a aucun souci. On accepte vraiment tout le monde. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, le prochain event, ça sera en présentiel. Et du coup, ça sera en octobre et dans les locaux de Figma à Paris. Alors, aujourd'hui, on va vous parler un peu de DesignOps et merci beaucoup à Datadog d'avoir nous recevoir ce soir. Merci beaucoup. Du coup, on va vous parler un peu de DesignOps avec Pedro, qui est le Product Design Manager DesignOps chez Datadog et Eudora, qui est Product Design Team Lead chez Datadog. Alors, je te laisse présenter, je te laisse le micro pour… Pardon, je dois changer mon mindset à français. Désolé, je suis officiellement linguistically confused. Je passe ma journée à parler parfois en anglais, parfois en espagnol, parfois en français. Je vais faire mon mieux pour rester en français. Et bon, comme Hugo disait, je suis manager chez DesignOps. Ça fait 3 mois à peu près officiellement que je suis DesignOps. Avant ça, on avait une fonction assez distribuée parmi tous les gens de l'équipe. Donc, on faisait tous un petit peu par ici, par là. C'était basé sur vraiment le volontariat des gens. Et en revanche, DesignOps existait avant. Je vais vous raconter ça après. Et voilà, je ne sais pas quoi d'autre dire, donc je vais commencer. Donc, bienvenue à tous. D'abord, si vous me voyez ici devant et que je parle, je suis juste un petit point de l'iceberg. La réalité, c'est qu'on a beaucoup de gens qui participent tout le temps à la création du design system, mais aussi à tout ce qui est design ops en général. On a, je ne sais pas pourquoi mon petit chiffre s'est effacé là, mais on est 531 personnes qui participent tous les jours dans les différents channels Slack de DesignOps qu'on a, notamment DesignOps. Et la deuxième chose que je vais vous raconter, c'est que le gros succès qu'on a en interne, c'est qu'on mélange vraiment design et engineering. On ne fait jamais des choses seul, on ne travaille jamais seul. On a un seul OKR Design Engineering, on a un seul stand-up dans toute l'équipe Design Ops. Et je pense que c'est ça qui vraiment est le gros succès en interne, en tout cas, de notre design system.
Et donc, je vais vous parler un peu du design system qui s'appelle Druids. Ça, c'est Datadog Reusable User Interface Design System. Et il ressemble à ça. Si vous allez voir sur le site, pour l'instant, je ne veux pas vous donner le site parce que sinon, vous n'allez pas m'écouter. Mais normalement, c'est un site public. On vient de le rendre public il y a 2 semaines, officiellement. On l'a publié pas sur une base open source, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller et télécharger des composants ni en code ni en Figma de notre design system et l'utiliser pour créer des interfaces. Nous, on l'a publié plutôt en showcase. D'ailleurs, par exemple, ici, on a 5 ou 6 liens différents pour la version interne, mais globalement, ce qu'on publie, c'est la page. Et je vais vous raconter pourquoi on a pris cette décision aussi. Donc, pour comprendre Druids, il faut parler d'abord de l'équipe. Ça, c'est la croissance de l'équipe depuis le début. Donc, John, c'était notre premier designer en 2012. Oui, il a fêté ses 10 ans maintenant. Ça fait très longtemps qu'il est là. Pour 2017, on était 5 designers. 5, ça commence à être une équipe, ça commence à avoir une dynamique de petite équipe, ça commence à être vraiment avoir des gens qui ne savent pas forcément, qui ne travaillent pas côte à côte tous les jours. 10 designers en 2019. Là, on commence avec un split de 2 équipes différentes et on commence à avoir besoin de plus de design system, plus de design ops, plus de fonctions, d'unifier vraiment l'activité des designers. 2020, la première fois qu'on double la taille de l'équipe, donc on passe de 10 à 20. 2021, on est passé de 20 à 40. 2022, on a passé de 40 à 80. Bon, jusqu'à la fin de 2022, on aura 80. Et on espère atteindre les 100 designers en juin de l'année prochaine. Vous verrez une courbe qui, je ne sais pas pourquoi elle est très pixelisée ici, mais vous verrez ma courbe des tendances. Et on va arriver à 100 designers à l'époque. Aujourd'hui, on est à peu près là. Et Druids, ça a été créé autour de 2019 par là. Je vais enlever ça. Aussi, une particularité, c'est qu'on est vraiment partout dans le monde. Donc, tous les time zones des États-Unis, en Europe, on a de Dublin jusqu'à Israël, si je compte tout le IMEA. Et on a un petit outlier qui est parti vivre en Nouvelle-Zélande parce qu'il avait envie. Mais bon, on l'aime quand même. En plus, il est un autre Mexicain, donc je l'aime beaucoup. Au début, Druids a commencé comme beaucoup d'autres design systems. Un des designers, on a eu marre et il a fait un audit de tous les styles de boutons différents qu'on avait partout dans l'interface. Donc ça, c'est l'audit qu'il a fait. Donc vous voyez, ça finit jamais. Je vais quand même le finir. Et au début, on a créé ce qu'on appelait la Front-End Guild. Donc pareil, système de volontariat, des gens qui faisaient le front-end se sont mis ensemble à travailler en mode guild, c'est-à-dire qu'ils avaient leurs équipes à part, mais ils se réunissaient ensemble quand même. 2018, deuxième trimestre 2018, ça c'est les OKR de ces quarters-là, et comme vous pouvez voir, Druids n'avait pas de nom, ça s'appelle Front-End Style Guide, désolé, c'est super petit, mais bon, ça s'appelait juste Front-End Style Guide, et l'engagement c'était de faire 10 composants, on avait déjà 30, et il y avait des choses comme des boutons, des codes, des message boxes, etc. Des choses basiques. Donc, un début de Druids assez commun, je dirais. Le contexte, je vais vous parler de il y a eu 2 produits qui ont vraiment poussé la croissance de tout ce qui est Ops et tout ce qui est Design System, APM et Logs. APM, c'est un produit en interne. Logs, c'est une acquisition. Donc, Datadog qui Logmatic, qui arrive avec tous leurs ingénieurs, tous leurs designers, toute leur culture, toute leur façon de faire des choses. Donc, ça provoque vraiment ce besoin de homogénéiser les pratiques qu'on a. Et donc, tout d'un coup, ça grandit beaucoup les 3 communautés qui, à mon avis, nous intéressent beaucoup, produits, front-end et design, à cause de ces acquisitions-là. Ensuite, côté design,
on avait, comme je vous disais, 5 à 7 designers, dont un seul qui faisait du design system. Les autres faisaient que du volontariat. On avait des gens qui venaient par ici, par là. On avait un système de rotation qu'on appelait. C'est-à-dire que chaque designer était censé passer une semaine à faire du design system et du design ops en général. On continue. Donc, au bout de 5 semaines, au bout de 7 semaines, on recommençait le cycle. Et c'est comme ça qu'on a grandissé le design system de façon assez modeste. Donc, on avait aussi une petite dynamique de petite équipe. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on pouvait tous s'asseoir autour d'une même table et discuter autour du design. On pouvait dire encore, faire des réunions d'équipe design dans lesquelles tout le monde était inclus. Et finalement, on avait un langage de design assez centralisé dans la tête de John, qui était ce premier designer. Donc, c'était encore John qui était le manager de tout le monde et qui pouvait dire ça va pas. Donc, c'était assez facile de travailler entre designers. Pardon, j'ai skippé mon bullet point de rotations. Donc, côté engineering, le code base, ça grandissait beaucoup. Donc, comme je vous disais, on avait Logmatic qui est arrivé. Après, on a eu Madumbo. Et après, on a eu d'autres acquisitions à chaque fois qui venaient avec leur propre code base et leurs propres composants. Une caractéristique de Datadog, c'est qu'à l'époque, on embauchait que des full stack engineers. On n'avait pas de front-end engineers dédiés. Donc, ça faisait aussi une grosse différence parce que toute l'activité front-end s'est passée par encore une fois, des gens motivés pour le faire, mais ce n'était pas leur rôle. Et donc, Front-End Guild. Je vais vous parler un tout petit peu des effets de ces design systems. Il y a eu des effets positifs et négatifs. Bon, quand je dis négatif, je vais dire mitigé. Je regarde la salle au cas où il y a un de mes collègues qui va me taper après. Mais globalement, positif, c'est que l'expérience des designers, l'expérience utilisateur, l'expérience de vie des designers, des ingénieurs et des product managers, ça s'améliorait. C'était beaucoup mieux. C'est-à-dire que quand on embauche des gens, nous, en tant que designer, on arrive et on nous dit, tiens, ça c'est Figma et tu as 500 composants dessus, tu peux commencer très vite à produire des choses de façon très rapide et ton taux d'erreur, il est très faible parce que tu peux balancer des composants et tu crées quelque chose qui a du sens. Une caractéristique aussi qu'on a fait et qu'on tient encore, c'est que Design Ops n'est pas une police. N'est pas la police. On va jamais chasser quelqu'un et lui dire il faut que tu changes ça, il faut que tu fasses ça comme ça, etc. On n'est jamais dans cet esprit-là. On est plutôt dans un esprit de suggérer, de montrer ce que vous allez gagner. Donc, on dit à chaque fois, si tu utilises Druids, tu vas gagner tout ça. Si tu utilises Druids, tu vas gagner du temps, tu vas gagner en rapidité, tu vas gagner je veux dire, tu vas réduire, par exemple, le travail que tu fais, tout simplement. En effet, moins positif, si j'ai envie de dire, c'est que, par exemple, maintenant, on se trouve à l'intérieur de l'équipe design à faire des peintures à numéros. Vous savez, comme pour les enfants, quand il y a un gros dessin et que c'est style tous les 1, c'est du bleu, tous les 2, c'est du rouge et tout ça. Donc, il y a beaucoup de designers qui, en gros, ils disent, je vois la page style logs, je vais faire à peu près la même chose, je vais juste balancer exactement les mêmes composants, parce que de toute façon, c'est des composants, et voilà ma page. Mais la réalité, c'est que ça cache la vraie compréhension de la donnée. Je vais vous donner, par exemple, un exemple que je peux vous donner, c'est, nous, on a deux produits. On a un produit Logs. Logs, c'est vraiment, je vais vous donner l'analogie de Logs. Donc, Logs, c'est, imaginez-vous que vous vous connectez à votre compte mail. Vous ouvrez votre mail. Donc, il y a un log qui dit tu te connectes. Il y a un autre log qui dit d'où tu te connectes. Il y a un autre log qui dit tu as ouvert tel ou tel mail. Il y a un autre log qui dit tu as répondu à ces mails-là. Ça, c'est des logs. C'est juste des actions qui sont tracées par le système. Mais nous, on a un deuxième produit qui s'appelle Security. Donc, la sécurité. Et là, la première version de Security qu'on a créée, ça a été logs filtrés par tag égale security. Ça, c'était tout. Il n'y avait pas vraiment de différence. Le problème,
c'est qu'on a fait la peinture à numéro. Et le problème de security, c'est que security a besoin de beaucoup plus de triage, beaucoup plus de classification des problèmes, beaucoup plus de notions d'urgence. C'est-à-dire que dans la sécurité, ce n'est pas juste je reçois 50 000 logs et je suis très content de voir mes 50 000 logs par semaine. Chez sécurité, c'est je veux voir sur ces 50 000, quels sont les plus importants, quelles sont les failles les plus dangereuses, c'est quoi les problèmes que je dois attaquer en premier. Donc ça, c'est, désolé, tout c'est longue parenthèse, juste pour expliquer la peinture en numéro. Donc parfois, ça provoque ça, un design système qui est très robuste, c'est que les gens commencent à se dire, bon, je vais juste balancer des composants qui existent déjà. Pourquoi je me casse la tête à innover? Et assez mitigé, je ne dirais pas que c'est complètement négatif, mais parfois, le design system, il est pris pour acquis, c'est-à-dire qu'on a des nouveaux designers, non, plutôt, les designers à peu près qui sont déjà ici depuis 200-300 ans, ces designers-là sont beaucoup plus engagés à innover sur le design system parce qu'on a tous connu la phase dans laquelle on devait faire des rotations, dans laquelle on devait tous contribuer au design system, sinon ça ne marchait pas. Pendant que les nouveaux designers qui arrivent se disent, bon, on a un design system qui a, je ne sais pas, 500 composants ou 100 composants ou quoi que ce soit. C'est très facile. Pourquoi je dois contribuer à ça si ça marche très bien, s'il y a une équipe dédiée à ça? Donc, un des effets moins positifs, c'est que parfois c'est pris pour acquis. Donc, je vais vous parler des droids publics aussi. Je vais faire comme ça. Parce qu'on a 3 raisons pour lesquelles on a décidé de publier notre design system. Et comme je vous rappelle, je vous disais, ce n'est pas un design system open source. On ne peut pas télécharger nos composants Figma ou nos composants en code et construire des choses avec. On a décidé de publier plutôt comme une vitrine. D'abord, parce qu'on veut que quand on embauche des gens, ils savent ce qu'on fait. Donc, c'est pour ça que je connecte un peu les points là. Ils savent ce qu'on fait parce que en tant que candidat, on veut, au moment qu'on recrute des gens, qu'ils puissent nous apporter des solutions. Et ça paraissait un peu injuste de leur dire, tiens, ça c'est Droids, est-ce que tu as décidé d'amélioration? Vas-y, dis-moi ça en 5 minutes. On préfère le publier, on l'envoie au candidat, on permet au candidat d'expérimenter avec Droids et ensuite, au moment qu'il passerait son entretien, il pourrait dire, ah, j'ai une idée, on a fait la même chose dans ma boîte. Mais aussi l'autre raison, c'est que au moment qu'on construisait Droids, on s'est inspiré de beaucoup d'autres design systems qui le font peut-être mieux que nous, pardon, même encore. Et donc, on s'est inspiré de tous ces gens-là et en le rendant public, on aspire nous-mêmes à être comme ces design systems qui sont super solides, qui sont super chouettes, qui sont super bien. Donc, on a cette aspiration-là et aussi, on espère qu'il y aurait des gens qui puissent s'inspirer de nous. Et ça nous rend heureux, tout simplement. Et le 3e point, c'est on veut juste mieux expliquer ce qu'on fait. Par exemple, moi, j'ai envoyé le lien à ma maman, donc comme ça, je lui dis, tiens, c'est ça que je fais. Si tu arrives à comprendre quelque chose, bah, tu comprends. Je vais connecter très rapidement avec DesignOps globalement. Donc, DesignOps, il y a beaucoup de, comment dire, bon, je vais sauter cette slide-là. Donc, traditionnellement, chez Datadog, DesignOps s'occupe du design system, qui inclut Droids, comme je vous avais parlé, mais aussi tout ce qui est tooling. C'est-à-dire que aujourd'hui, chez nous, on a un génie de Figma qui nous construit des plugins fait maison, qui nous fait des scripts pour les designers. Comme ça, les designers peuvent aller beaucoup plus vite, mais aussi, ils donnent beaucoup de training en interne. On est en train de changer ça et on est en train d'évoluer et d'ajouter la user research à l'intérieur de DesignOps. Encore une fois, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, c'était plutôt volontaire. Chaque designer faisait sa propre recherche. Là, on vient d'ajouter un premier researcher il y a peut-être 4 mois
Il vit dans la même maison de Design Ops et on est en train justement de recruter d'autres researchers dédiés qui feraient deux choses. La recherche générative, donc pour les produits en soi, mais aussi tout ce qui est Research Ops. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on veut mettre en place, qui est simplement d'aider d'autres à intégrer la recherche dans leur démarche. C'est-à-dire que notre researcher et notre deuxième researcher, il va faire aussi, ils sont, à part le travail de recherche, ils sont parfois juste à montrer aux gens comment faire la recherche. Donc, il y a un PM, il y a un ingénieur qui veut se lancer à faire un peu de recherche. Nos researchers vont leur aider à faire tout ça. Et on va agrandir Design Ops. Donc, pour l'instant, on a les 4 piliers qui sont, à part Design System et User Research, Copy ou Content Writing, comme vous voulez l'appeler, et tout ce qui est Design Enablement. Et Design Enablement, ce n'est pas un nom commun, c'est moi qui l'ai inventé personnellement. C'est tout ce qui est l'aide très ops, très opérationnel pour les équipes. Donc, par exemple, c'est moi qui travaille dessus beaucoup, c'est moi qui fais tout ce qui est les career paths, désolé, je ne sais pas comment ça se dit ça en français, tous les plans de carrière des gens. C'est moi, par exemple, qui a commencé aussi à organiser tout ce qui est notre événement annuel de notre All Hands de design. Et à chaque fois, l'idée derrière ça, c'est de mettre un objectif assez clair. C'est pas simplement dire, on va s'organiser un événement parce que c'est chouette et parce que comme ça, on voyage tous à New York. Mais c'est plutôt, qu'est-ce qu'on veut en tirer de cet événement? Qu'est-ce qu'on veut qu'à la fin de cette semaine, les designers soient plus capables de faire ou qu'ils se parlent plus entre eux, etc. Donc, on veut injecter des objectifs et un objectif délibéré, intentionnel à chaque chose qu'on fait. Et donc, c'est ça, pour nous, Design Ops, c'est ça, cette intention et cette notion de dire tout ce qu'on fait, ce n'est pas un accident, ce n'est pas juste volontaire, ce n'est pas juste l'idée de quelqu'un, il y a vraiment une intention derrière. Et donc, chacun aurait son propre mix de systèmes de communication, de partenariats, etc. à l'intérieur de la boîte. Et donc, ça, c'est le lien public que je vous avais promis. Donc, tout simplement, droids.datadog.hq.com. Et avec ça, je finis. Hello? Oui, désolée, je vais juste faire en sorte que... Ouais. En fait, Pedro, il voulait absolument utiliser Keynote et moi Figma parce que j'ai plein des assets, du coup. Voilà. Bonsoir à tous. Bienvenue chez Datadog. C'est la première fois qu'on accueille tant de designers, PM, ingénieurs, je ne sais même pas. C'est notre première meet-up ici au bureau et on est ravis de vous avoir tous. Ce soir, je vais vous raconter une histoire chronologique, peut-être, des multiples side panels, qui est un composant Android chez Datadog. Tout le monde m'entend bien? J'ai l'impression que c'est... Ouais, ok, cool. Tout d'abord, je m'appelle Théodora, une petite introduction. Je suis d'origine roumaine. Est-ce qu'il y a des Roumains ici ce soir? Hey, bienvenue. Je suis aussi américaine. J'ai grandi aux États-Unis. Mes parents ont déménagé quand j'étais ans. Est-ce qu'il y a des Américains ici ce soir? Non, pas ce soir. Oui, Pedro à peu près. Mexicain à la frontière, ça compte. Mais ça fait 5 ans déjà que j'habite en France. Le temps passe vite quand tu habites dans la plus belle ville au monde, à mon avis.
Et pourtant, c'est ma première conférence en français. Du coup, je m'excuse en avance pour toutes les fautes que je vais en faire sûrement en français et le franglais. Je vais faire mon mieux, comme Pedro, il avait dit aussi. Mon background, il est surtout dans le graphic design. J'avais étudié aux États-Unis, en Virginie. J'ai eu un diplôme. Et après quelques années j'avais travaillé dans le graphic design, je me suis reconvertie en product design. J'avais commencé en tant que freelancer. J'avais travaillé pour quelques startups à l'époque. Après, j'avais travaillé pour une boîte française, allemande, en tant que product designer pour quelques startups dans différentes industries à Berlin. Et c'est grâce à cette boîte que j'ai déménagé à Paris. Après, parce qu'ils avaient des clients à Paris. Mais non, ça fait 5 ans. Mais à part de tout ça et ma carrière professionnelle, je suis aussi une personne, j'adore danser le salsa, j'adore voyager et je chante dans une chorale. Et surtout, j'adore la couleur jaune. Du coup, ça me représente là. Du coup, il y a 2 ans, j'ai rejoint Datadog en tant que senior product designer. Et un de mes premiers challenges, ça a été de résoudre le problème des multiples side panels. D'ailleurs, à l'époque, c'était Pedro, mon manager, qui m'avait donné cette bénédiction de challenge parce que c'était quand même un gros challenge à l'époque. Et du coup, ce soir, je veux vous expliquer un peu plus sur le challenge, qui veut dire un side panel, qui veut dire un multiple side panel. Et je vais parcourir le processus que j'avais fait en commençant par l'audit et la recherche, après les explorations qu'on avait fait, des solutions et finalement la conclusion et le composant qu'on avait fait. Oui, tout d'abord, c'est quoi un side panel? J'aime pas la qualité de ce GIF, désolé. Un side panel, c'est juste une façon de voir, de scanner des informations en cliquant sur une ligne de tableau. Le but est effectivement d'accéder à des informations supplémentaires sans changer de page, comme vous pouvez le voir ici dans le GIF. Je pense que c'est assez simple. Après, en multiple side panel, c'est effectivement quand il y a des side panels qui vont se superposer. Et du coup, là, comme vous voyez, on a un deuxième, un troisième, même un quatrième. Et à l'époque, on n'avait pas trouvé des solutions pour des multiples side panels parce qu'on n'avait pas les mêmes problématiques au début. Comme vous avez vu avec Pedro, les produits au début de Datadog, bien sûr, ils étaient un peu plus limités. Et dès qu'on avait racheté des boîtes, rajouté des produits, un nouvel feature, d'autres informations, on se retrouvait avec d'autres problématiques. Et du coup, pour la solution qu'on avait à l'époque, les problématiques, on était surtout une mauvaise expérience utilisateur. Ça veut dire l'utilisateur rentrait dans un deuxième, troisième, quatrième side panel. Après, ils essayaient d'échapper et en fait, il fallait échapper 4 fois pour y aller. Il n'y avait aucune navigation pour bien comprendre où ils étaient sur la page. Deuxièmement, c'était une expérience incohérente sur toute la plateforme parce que là, vous voyez un exemple dans le produit RAM qu'on a chez Datadog, mais dans d'autres produits, l'expérience, elle était différente. Et surtout, les utilisateurs, ils étaient perdus à l'ouverture d'un URL, d'un lien URL. Ça veut dire, je vais envoyer un deuxième side panel à quelqu'un, il va échapper ou il va pas du tout comprendre en fait par rapport à la liste aussi derrière et le contenu qu'il avait. Du coup, c'était sûr qu'il fallait trouver une solution. Du coup, dès le début, le learning que j'ai eu était de poser des questions pour bien comprendre le challenge. Ça veut dire jamais juste designer parce que Pedro, il m'a dit il faut faire ça.
et juste essayer de poser des questions. Où est-ce que ça se trouve? Pourquoi on a ce challenge maintenant? Pourquoi pas on ne l'a pas eu avant? Après, on est passé à la phase audit, aux recherches. Les prochains slides vont être moches. Parce qu'en fait, dans la partie recherche, UX, c'est souvent des Google Sheets, Excel Sheets, mais quand même, il y a du jeune. Ça, c'est une petite parenthèse. Mais il y avait des designers qui avaient fait des solutions avant. Du coup, il fallait absolument faire un audit pour s'inspirer. Ça aura été dommage de pas prendre en considération tout ce qui a été fait avant par 2, 3, 4, 6, 7, bref, 4 designers, mais en fait 6 différentes options. J'ai simplement juste envoyé un message sur Slack. À l'époque, on était 50 designers chez Datadog. Et vu que pour moi, ça faisait juste quelques mois dans la boîte, j'avais juste simplement envoyé un message sur Slack et j'ai mis ça, toutes les itérations ensemble. Aussi, il fallait faire un audit des multiples site planners dans la plateforme. Ça veut dire quels produits ont ce enjeu et qu'est-ce qui se passe en cliquant, juste pour savoir tous les différents scénarios qui existent aujourd'hui qu'il fallait prendre en considération. Dans cette phase, j'ai aussi fait de la recherche en interne, mais aussi avec des clients. En interne, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de groupes, beaucoup de designers, des PM qui avaient un avis fort sur qu'est-ce qu'il fallait faire ou pas. Et dans mon expérience, tant mieux de les inclure dès le début, parce qu'après, ça va être plus facile d'avoir leur buy-in, vu que j'étais là, j'avais posé des questions et j'étais vraiment à l'écoute. Et encore une fois, peut-être avant d'avoir fait la recherche, le audit, en interne, en externe aussi, c'était important de d'écrire une définition de tous les différents use cases et scénarios qu'il y avait pour pas juste designer une solution qui ne marchait pas sur toute la plateforme. Encore une fois, un processus un peu moche, gère les résultats des documents, mais c'est ça ce qu'il faut faire. On a aussi regardé des compétiteurs, par exemple. Là, on peut voir Splunk. Ils n'ont pas vraiment des side panels, mais on a tout pris en considération. Est-ce qu'on a besoin d'un side panel? Est-ce que ça peut être juste des pop-over comme ça pour afficher plus d'informations? Est-ce que ça peut juste ouvrir? On a aussi regardé des compétiteurs comme Dynatrace qui ont un sort de breadcrumb, un O. Je suis très désolée pour la qualité du GIF. Mais non, sur le grand écran, ce n'est pas très beau du tout. Du coup, voilà, ils n'ont pas on peut les appeler plutôt des pages dédiées, par exemple, mais ils utilisent surtout une navigation de breadcrumb. Et le plus grand learning pour moi, ça a été de jamais sous-estimer la phase. Ah, désolée, c'est pas le bon learning, ça. Je l'avais déjà dit, non? Ah non, pardon. Ouais. Voilà. En fait, ne jamais subestimer la phase audit parce que c'est un composant qui va impacter toute la plateforme et c'est vachement important de prendre tout en compte avant de trouver des solutions. Et en fait, j'avais oublié de le dire, mais tous les designers qui avaient trouvé des solutions avant, justement, ils n'ont pas pris en compte tous les différents scénarios dans la plateforme, la raison pour laquelle on ne pouvait pas les choisir et vraiment les implémenter. Du coup, ils ont décidé d'aller un peu trop loin aux phases de prototype, exploration, solution, au lieu de vraiment faire de la recherche, audit,
scénario. Du coup, on était là, on y est arrivé là. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer le double diamant à quelqu'un? Tout le monde connaît? OK. Une personne, deux personnes. Je vais t'expliquer à toi vite fait. Le double diamant, c'est un processus connu dans le monde product design. Et la raison pour laquelle tu as des diamants, c'est parce que dans la phase de début jusqu'au milieu, un designer va diverger. Ça veut dire il va vraiment explorer beaucoup, il va faire beaucoup d'itérations, il ne va pas se limiter à une solution. Après, une fois qu'on est au milieu, il va converger. Ça veut dire il va prendre tous les learnings, il va essayer de choisir des solutions pour encore diverger, converger, encore une fois. La raison pour laquelle on a 2 diamants, c'est parce que la première phase, on essaie de vraiment croiser dans le problème. Ça veut dire faire de la recherche, tout ce que j'ai montré jusqu'à présent, pour après y arriver au prototype, la phase solution, qui est la phase beaucoup plus créative du design process, où on va créer beaucoup de prototypes, solutions, et après, on doit arriver jusqu'à la fin, et ça veut dire la solution finale, le Pixel Perfect Design qu'on va choisir. Du coup, nous, on y était là. On était très contents de nos résultats, du fait qu'on avait parlé avec plein des groupes en interne aussi. Mais par contre, il fallait arriver là. Ça veut dire vraiment commencer la partie fun de design, vraiment prototyper. Et on se demandait, mais comment arriver là? Parce qu'on a beaucoup de designers et en fait, on était 4 sur le projet à travailler à ce moment-là. Est-ce qu'on va faire 4 prototypes? Est-ce qu'on va faire une session ensemble? On a réfléchi. On a trouvé une solution d'inviter tous les designers chez Datadog pour une session live, en sachant encore une fois qu'on était une 50aine. Du coup, on ne savait pas si tous les 50 designers vont vraiment assister. On n'a jamais fait une session si grande avec tous les designers jusqu'à ce moment-là. Mais on se dit, si les gens veulent contribuer, c'est 1 heure de leur temps et ça va être super fun. On a bien préparé cette session. Là, vous avez un exemple du agenda qu'on avait mis en place pour tous les designers, pour l'heure. Et aussi, on avait bien préparé le fichier avec plein d'assets. Comme ça, on avait gagné énormément du temps. Les designers ont gagné énormément du temps. Et pendant cette heure, ils pouvaient vraiment se focuser sur des solutions, avoir des vrais prototypes, même qu'après 1 heure. Du coup, mon plus grand learning est d'utiliser la puissance de Figma et FigJam pour faire du design collaboratif avec son équipe, entre designers, entre PM, PO, ingénieurs. Et je ne sais pas si vous connaissez d'autres outils et pas que Figma et FigJam, mais en fait, ça fait quelques années, on n'aura pas pu faire le même Live Design Challenge. Et du coup, aujourd'hui, on a des outils très puissants. Il faut prendre avantage. Et c'est super fun. On le fait souvent chez Datadog. Ça peut être effrayant au début, mais je vous garantis que c'est fun de designer ensemble live. Et du coup, la session était un succès. On avait 14 designers qui ont pu participer. C'était trop cool. On avait 14 solutions après 1 heure. On ne savait pas quoi faire après. Et du coup, on avait réfléchi et on a conclu qu'il fallait faire un sort de tableau comme ça, avec tous les designers, les différents use cases sur lesquels ils ont travaillé et des différents thématiques pour chaque. Comme ça, on pouvait savoir, OK, peut-être pour les breadcrumbs, il y avait pas mal de designers, on peut s'inspirer là-dessus. C'est un pattern qui existe déjà, que l'utilisateur connaisse. Peut-être qu'il faut croiser là-dessus ou continuer
sur ce thématique au lieu de, je ne sais pas, avoir un side panel horizontal, par exemple. Du coup, c'était un quick hack pour nous de un peu visualiser tous les 14 solutions qu'on a eues pour savoir comment procéder après. Quelques exemples des solutions qui ont été proposées. Le breadcrumb, tout d'abord, super simple. On se dit, peut-être c'est un peu trop simple. Est-ce que c'est la bonne solution pour tous les use cases? Après, on avait aussi beaucoup d'idées de superposition et breadcrumb ensemble. Du coup, ça veut dire montrer un peu plus qu'aujourd'hui, on ne montrait pas en fait qu'il y avait plusieurs side panels, un sur l'autre. Et aussi avoir un sort de popover avec plus du contenu sur les side panels en avant. Et aussi, on avait des idées un peu plus originales, comme un side panel qui était côte à côte, peut-être aussi avec une navigation verticale à droite. Du coup, on a vraiment encouragé tous les designers d'aller loin. S'ils voulaient faire une solution simple comme les breadcrumbs, cool. S'ils voulaient aller plus loin, vas-y, on était vraiment dans la phase divergence des idées. Du coup, mon learning en préparant cette session est de, évidemment, bien la préparer, la session collaborative, avec un agenda, des objectifs et des ressources dans Figma. 1 heure suffit parce que plus que ça devient trop fatigant. Et si on se prépare bien, c'est vraiment more than enough. Je ne sais pas comment dire ça en français, désolée. Du coup, nous avions tout ce qu'il fallait pour arriver à une solution. Il fallait aller jusqu'à la fin. Et on était encore 4 designers sur le projet. Du coup, on avait mis en place 4 propositions pour des solutions faciles, moyennes, difficiles et très difficiles à implémenter. La solution facile, ça a été des side panels superposés juste avec un bouton back pour aller en arrière. Une solution moyenne, c'était avec un horizontal view. Et la solution difficile, c'était avec une sorte de navigation en haut. Une solution beaucoup plus difficile à implémenter, ça a été un side panel qui n'existait plus en fait, qui était plutôt une sorte de page avec le contenu côte à côte. Et en fait, je pense que tout au long du projet, on avait peut-être 8, 9, je ne sais même pas, peut-être Julie qui est là, qui a travaillé, différents projets Figma qu'on avait ouverts. Et je voulais juste vous montrer un exemple où chaque designer avait créé leur prototype, leur page là-dedans. Et c'est super quand on travaille comme ça parce qu'en fait, on se rend compte que chaque designer a leurs propres préférences ou un style différent, une manière différente à travailler. Et ça va, en fait. Chaque designer avec son propre truc, mais à la fin, on arrive à des solutions, un peu les mêmes solutions. Après tous ces 4 solutions, on a eu pas mal de feedback qu'on a condensé en 2 itérations. Ce que vous voyez là, c'est un Google Doc Design Review. Chez Datadog, on adore faire des design reviews à l'écrit dans Google Doc qui expliquent très clairement, pas que en utilisant le prototype, mais en utilisant des mots, pourquoi on avait pris certaines solutions, les points positifs sur la solution, les points négatifs ou peut-être qui ne vont pas nécessairement marcher. Et c'est super efficace. Il faut vous imaginer que nous, on est distribués dans plusieurs time zones et que ça va être impossible d'avoir tous les gens dans la même réunion pendant 1 heure.
ça va être impossible de trouver le même créneau. Et du coup, après, c'est un peu chiant à analyser tous les commentaires. Mais c'est aussi intéressant parce que quand on écrit le feedback, on réfléchit 2 fois. Du coup, on peut dire « j'aime pas ça hein », mais il va falloir dire pourquoi. On ne peut pas juste… Peut-être à l'oral, c'est plus facile de le dire « j'aime pas cette solution », mais à l'écrit, ça fait réfléchir et écrire concrètement. Et du coup, mon plus grand learning, ça a été de bien prendre en compte la difficulté d'implémentation. Comme je vous avais montré, on avait décidé d'avoir 4 solutions par rapport à la difficulté. C'est vrai qu'on peut avoir un design super beau, super joli, mais si ça va être vraiment chiant à implémenter ou ça va prendre trop de temps pour rien, ça ne sert à rien. On voulait quand même explorer des solutions très difficiles à implémenter, mais on savait que ça va être difficile. Du coup, on les avait présentées, solutions faciles, solutions difficiles. Et finalement, la solution la plus simple a gagné. Et ça veut dire en utilisant des breadcrumbs, un O et un sort de header qu'on voulait avoir. On a déduit après plein de feedback, itérations, que ça a été la solution qui marchait pour tous les use cases, pour toutes les plateformes. On gardera toujours toutes les itérations, les explorations qu'on avait fait avant et on aimerait bien reprendre ça ou recroiser sur ce projet un peu plus tard. En choisissant cette option, on a aussi rencontré d'autres enjeux, par exemple le naming, comment est-ce qu'on va nommer les side panels précédents aussi et quelles sortes de règles on va mettre en place. Ça a été un peu difficile parce que vous avez vu, comme Pedro avait expliqué, on n'a pas un copywriter. Du coup, il y a aussi pas mal des gens qui ne parlent pas anglais comme leur langue native. Et du coup, ça peut être dur parfois. Juste, on n'est pas copywriter aussi, mais il faut tout faire pour l'instant. Je voulais surtout remercier tous ces designers fabuleux et ingénieurs. Du coup, moi, j'ai un peu orchestré le projet. J'étais très hands-on au tout début dans la phase UX, recherche, audit. Après, je suis devenue team lead et j'ai eu Julie et Marine dans mon équipe, par exemple, qui ont été ravies, j'espère ravies en fait, de contribuer au projet. Et en fait, c'est vraiment Julie et Marine qui ont couru jusqu'à la fin et qui ont fait le Pixel Perfect Design et la solution. C'était Arnaud qui a implémenté le composant aujourd'hui et Raphaël, surtout Raphaël et moi, qui ont contribué au tout début du projet. Et aussi tous ces designers qui ont contribué pendant la phase de prototype. C'est tout. Je peux vous montrer dans Droids Live. Peut-être qu'est-ce que ça ressemble. Oui, Pedro? Ok, je regarde Pedro, mais… Attends, désolé. Je pense que je dois faire stop share. Du coup, ça, c'est pas encore public parce que c'est dans phase expérimentale, mais vous voyez une implémentation très simple d'Android où on arrive au second panel et on a le composant en haut. Voilà. Est-ce que je peux dire un dernier truc? Désolée.
Avant les Q&A, shameless plug, mais chez Datadog, on va aussi commencer à organiser finalement des design meetup. Et du coup, le premier, ça va être mardi, le 25 octobre. Vous êtes la bienvenue avec Julie. Julie, tu peux faire coucou? Vous pouvez lui parler après. Vous avez vu son travail juste avant. Et aussi Leslie chez Content Square. On a Ghislain chez Content Square. Ah, on a aussi. Ah oui, ok, pardon. J'avais regardé Jules, mais c'était Ghislain là, chez Content Square. Et du coup, vous êtes la bienvenue. Et on va publier ça surtout sur Datadog LinkedIn et d'autres pages. Du coup, voilà, un QR code. C'est toujours cool de scanner des QR codes, j'imagine, que vous pouvez prendre. Merci beaucoup, Théodora. Merci, Pedro. Maintenant, on va passer aux questions, s'il y en a. Et pour les gens en distance aussi, n'hésitez pas. Bonsoir. Merci pour cette présentation, c'était super clair. Et bravo pour votre français. J'ai une petite question. Il y a un passage, alors je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Une fois que vous avez identifié un certain nombre de solutions et que vous en avez retenu peut-être une partie, quand vous avez choisi celle qui a été retenue au final, est-ce que vous avez fait des tests utilisateurs en interne et avec des utilisateurs finaux? Surtout en interne. Et chez Datadog, on fait beaucoup du dogfooding. Ça veut dire que nos propres ingénieurs utilisent Datadog pour tester Datadog et donner du feedback, si ça a de sens. Et du coup, c'est un luxe qu'on a. On peut avoir du feedback sur Slack dans 5 minutes. Oui, du coup, plutôt en interne. En fait, un des avantages qu'on a ici, comme disait Théo, c'est que par exemple, moi, quand je faisais le produit sécurité, on a une équipe de sécurité à New York. Eux-mêmes utilisent Datadog pour faire la sécurité de notre infrastructure. Donc, l'avantage, c'est qu'on est entouré des gens qui utilisent tous les jours ça. Merci. Merci déjà pour la présentation, c'était trop bien. Donc, j'ai 2 questions. J'aimerais bien savoir qui fait le design review. Et la deuxième, c'est comment vous arrivez à travailler à distance, plus les décalages horaires. Donc, voilà. Merci. Qui fait le design review, qui écrit? Review. Ouais, en fait, comment vous pouvez... C'est un designer qui fait par écrit ou... Parce qu'en fait, quand on fait design review, c'est... designer entre designers, c'est changer cette couleur. Si on fait ça, je sais pas, je trouve que c'est un peu compliqué par écrit. Je sais pas, c'était juste ça. Je veux bien savoir qui fait le design review et comment vous organisez. En fait, pour mieux expliquer, quand on envoie un design review, c'est plutôt quand on veut converger dans une certaine manière. Du coup, là, on peut montrer des différentes options à l'écrit et chaque designer est responsable à envoyer et à écrire le propre design review sur leurs différents projets. Du coup, c'est pas... On n'a pas vraiment de règles. On s'inspire énormément des autres, mais chaque designer va écrire le propre design review et ils peuvent effectivement expliquer en utilisant des mots pourquoi j'ai choisi cette couleur et pourquoi je veux changer ça. C'est très détaillé. Après, les différentes time zones, en fait, nous, on est distribués assez bien. Moi, je travaille principalement avec des designers en Europe, EMEA plutôt. En français, EMEA. Bon. Et il y a des équipes qui travaillent ensemble sur le West Coast, aux US, sur le East Coast. Du coup, par exemple, moi, j'ai juste une personne avec qui je fais des check-ins assez régulières qui est basée à San Francisco. Mais la plupart d'autres designers sont vraiment en EMEA et East Coast. Du coup, c'est 6 heures décalage horaire. Pour compléter sur la première question sur les design reviews,
globalement, on utilise beaucoup Google Docs et on envoie des design reviews assez exhaustives. Une chose qu'on fait souvent, ou plutôt pas souvent, mais qu'il y a des designers qui commencent à explorer là-dessus et que, bon, je dis commence à explorer, mais ça fait longtemps qu'on explore, c'est que parfois on enregistre une vidéo de nous-mêmes en disant j'ai pris ça, j'ai pris ça, j'ai pris ça comme choix, et on explique on fait un espèce de parcours type. Et comme ça, on explique aux gens qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du document pour leur éviter de relire je ne sais pas combien de pages là-dessus. Tu posais la question, tu parlais des couleurs, par exemple, dans ta question. Je pense que, justement, vu qu'on a le design system qui règle tous les problèmes des couleurs, on n'a pas de problème des couleurs. En fait, nous, on n'a pas de problème de se dire « Ah, tel bouton, c'est pas la bonne couleur », parce que c'est déjà dans le design system. Et même si un designer décide de... Bon, déjà, on a le composant Figma que tu fais juste drag and drop dans ton fichier et la couleur est résolue. Mais si pour quelque raison, tu fais un override de la couleur, tes ingénieurs, au moment de l'intégrer, vont vraiment te poser la question, est-ce que c'est volontaire ou c'était un accident de ta part? Mais à ce niveau-là de détail, on n'a plus de problème en réalité, parce que tout est déjà codifié dans le design system. Il y a une question en ligne. Ah. Allez, je passe sur la question en ligne, c'est plutôt pour Pedro. Les design-ops sont-ils les seuls à faire de la recherche? Les autres designers peuvent-ils également être moteurs de recherche? Non, ce ne sont pas les seuls à faire la recherche. Ce qu'on fait, c'est qu'en fonction de l'équipe, on met en place soit un chercheur à plein temps, soit on met quelqu'un qui fait plutôt la design ops. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'équipe de Théo, si Théo me dit mes designers à moi sont plus heureux de faire eux-mêmes leur recherche parce que c'est un sujet qui leur intéresse, c'est un sujet qui les passionne, on va plutôt assigner à cette équipe-là un Research Ops, une personne Research Ops, qui va juste leur aider à recruter des gens, qui va juste leur aider à se mettre en relation avec d'autres chercheurs ou d'autres personnes qui ont fait des recherches similaires pour que ça soit plus rapide et plus facile. Mais on ne va pas leur attribuer un chercheur à plein temps qui va juste rendre malheureux les gens qui voulaient faire la recherche eux-mêmes. En revanche, si on a des équipes dans lesquelles parfois les designers viennent des domaines plus visual design ou communication comme moi, donc on n'est pas forcément habitué à faire la recherche, je veux dire, on peut apprendre, mais on n'est pas habitué à le faire, on peut attribuer un chercheur à plein temps qui va s'occuper vraiment de faire la recherche générative. Bonsoir. Merci beaucoup pour la présentation déjà. Et puis bravo pour le français, c'était parfait. Pas de souci. J'avais une question notamment par rapport aux fichiers Figma pour la session collaborative qui m'a beaucoup impressionné. Et je voulais savoir du coup, notamment parce que vous avez vraiment mis en exergue le fait qu'il y avait beaucoup de préparation qui avait été nécessaire pour le créer. Justement, combien de temps à peu près vous avez mis à le préparer, s'il y avait eu des learnings que vous avez eu au moment de le créer, et puis surtout, vous avez dit que du coup, vous avez commencé à mettre en place ce process de travail collaboratif de 1 heure sur d'autres projets. Et du coup, est-ce qu'au niveau du Design Ops, vous avez justement commencé à systématiser la création de ces genres de fichiers de préparation? Oui, des très grosses questions. Je me souviens plus combien de temps on avait mis pour bien préparer la session collaborative ensemble. Ça a été au moins 2-3 rondes de check-in et feedback parmi moi et Raphaël pour bien s'assurer qu'on avait tout ce qu'il fallait. Et après, on a testé les composants qu'on avait créés pour bien s'assurer que ça marche bien. Je ne l'aurais pas fait différemment aujourd'hui. Il y avait juste un petit bémol. En fait, Raphaël, il adore auto-layout et il en a fait trop parce qu'on ne pouvait même pas cliquer. Du coup, il avait mis les composants dans un énorme auto-layout. Et après, les designers, en plus, ils avaient aussi un sort de formulaire qu'il fallait remplir pour quel use case tu veux faire ton prototype et d'autres choses. Si tu veux nommer
ton idée, le thématique et je sais pas, d'autres commentaires, des choses comme ça. Seule chose, on n'avait pas eu le temps de parler après la session, de bien découvrir chaque solution. Du coup, on avait mis des sessions après. 1 heure, ça c'était pas assez, mais ça aurait été impossible de mettre 1h30 ou même 2 heures pour tous les designers avec tous les différents décalages horaires. Et déjà, c'était génial qu'on avait eu 14. Du coup, aujourd'hui, j'en fais plein avec mon équipe, des sessions live collaboratives. Il y a d'autres équipes, parce qu'on est vraiment différentes équipes produits avec un team lead comme moi, qui sont dispatchés un peu partout aussi. Et il y a des différentes cultures, je dirais même dans les différentes équipes produits. Du coup, la culture dans mon équipe, c'est super collaborative et hands-on. Du coup, on le fait tous les lundis. On a un Slack bot qui va automatiquement choisir une personne dans l'équipe design pour la signer vendredi. Comme ça, tu sais que tu peux préparer, on appelle ça un jam pour lundi. Et on va le faire ensemble. Et on essaie de se limiter aux composants, parce que si on va trop loin, vu que dans mon équipe, on est 7 aujourd'hui, on a appris que ça peut être trop d'aller plus loin que component level, ou ouais, juste on essaie de limiter le scope. Je pense qu'il y avait une dernière question que j'ai oubliée. La systématisation, on n'oblige pas les gens de faire du design collaboratif. Au fichier. Dans mon équipe, en fait, oui, on a essayé, on est même en train de le faire maintenant, de mettre en place en Figma que le designer puisse se remplir avant les sessions collaboratives. Bonsoir. Merci pour votre présentation, c'était très intéressant. J'ai juste une question pour Théodora. C'est ça, hein, je me trompe pas. Je voulais juste savoir, au niveau de la créativité, est-ce que ça crée une frustration chez vous quand on est obligé d'utiliser le design system? Quand on a plusieurs idées, il y a toujours cette frustration qu'il faut toujours utiliser les composants. Ou est-ce qu'on travaille from scratch et après on se dit ah tiens, ça c'est une nouvelle fonctionnalité, on va créer un nouveau composant. Parfois, c'est frustrant, parfois, ça aide. Ça dépend. Quand on a plus du temps, on crée nos propres composants si on voit qu'une solution ne marche pas pour le besoin qu'on a. En fait, on n'oblige jamais les gens à utiliser les composants qu'on a. On les propose, tu vois, on fait une espèce de promotion, on promeut l'utilisation du composant en soi. Mais on n'oblige jamais à partir des composants. C'est-à-dire que justement, c'est quelque chose qu'on est en train qu'on veut améliorer, que les gens fassent plus de wireframes plutôt que partir directement sur les composants. Parce que justement, on a le problème inverse, le problème que tu disais, que parfois, il y a des gens qui peuvent juste balancer c'est ça que je voulais dire, la peinture par numéro, tu vois, tu balances 3 boutons et un tableau et un header et tu as ta page. Donc, tu n'as pas besoin de construire rien. Parfois, c'est très pratique quand tu veux très rapidement prouver un concept. Et parfois, on utilise, dans mon cas particulier, parfois j'utilisais même Druids comme mon outil de wireframing, c'est-à-dire que je balançais des composants comme ça, et après tu les détaches, je ne sais pas comment ça se dit en langage Figma, mais tu vois, tu peux détacher le composant pour pouvoir le modifier. Donc, je commençais par faire ça, et après je le détachais et je faisais ces modifications pour mon produit spécifique. Et après, j'allais voir avec les gens de Design Ops, ça c'était quand j'étais pas Design Ops, mais j'allais voir les gens de Design Ops en leur disant regarde, je fais toutes ces modifications, est-ce qu'on peut le faire directement dans le composant ou est-ce que mon équipe sécurité avec laquelle je travaille, ils doivent faire leur propre composant spécifique. Donc, on essaie justement de promouvoir le contraire. On essaie de promouvoir
début par des wireframes, le début, et surtout le partage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de wireframes, mais qui le font dans des cahiers qu'on ne voit jamais. Et on essaye de promouvoir simplement la prise de photos. On vient de lancer un test, un programme pilote avec, je crois que c'est une quinzaine de designers, qu'on leur a donné des iPads et des Apple Pencil et voir si on peut partager plus justement comme ça des wireframes. Merci. J'ai deux autres questions. J'ai une question par rapport à... je voulais savoir comment vous mesurez l'impact d'une nouvelle fonctionnalité en termes de business. On n'a aucun PM avec nous ce soir. Je pense que c'est surtout eux qui regardent ça. Mais on a des outils comme RAM, par exemple, où on peut effectivement avoir du quantitative data sur l'utilisation des pages, des composants, surtout au niveau Droid. C'est super intéressant. Après, l'impact du niveau business, c'est vraiment les PM qui... D'accord. Ouais. On organise les projets par rapport au OKR aussi. Du coup, tous les 3 mois, on a des différents OKR, Objective Key Results, pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'est par rapport au marché, par rapport aux utilisations des différents produits. C'est comme ça qu'on décide qu'est-ce qu'on va faire après. Merci. Après, un problème qu'on a, c'est qu'on ne fait pas vraiment des A/B testing. Donc, on ne sait pas forcément te dire qu'une décision design a un certain impact ou pas. C'est-à-dire que tout devient assez collectif et on peut pas, aujourd'hui, on ne peut pas tracer une décision de design et avoir un impact spécifique. C'est toujours assez collectif. C'est-à-dire que c'est plutôt, si on dit, après, si on dit par exemple qu'on va créer une nouvelle fonctionnalité, ça a beaucoup de, en soi, elle a beaucoup de choix design différents. Et cette fonctionnalité, on va la voir, on va la prioriser dans notre roadmap en fonction des conversations qu'on a avec nos clients. Parce qu'on a, une chose qu'on a, c'est différents canaux pour justement rester en contact avec les clients, avec les vrais utilisateurs, mais aussi avec les acheteurs, parce que ce n'est pas la même chose, la même personne qui achète que la même personne qui utilise. Et en fonction de tout ça, on priorise de nouvelles fonctionnalités dans la roadmap. Merci. Et une dernière question. J'imagine que vous avez plusieurs versions dans le design system. Est-ce que vous êtes obligé de toujours faire du design review dans l'évolution de chaque composant? Est-ce que vous êtes aussi obligé d'expliquer le pourquoi du comment? Est-ce que c'est une évolution purement esthétique ou est-ce que c'est la stratégie ou l'évolution du produit qui vous oblige de faire évoluer le composant? Merci. On n'a pas vraiment des évolutions. On n'a pas un système de versioning de design system en soi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un Droid 5.0, 1.1, 1.2 qui contient un certain nombre d'échanges. Et Benjamin va me dire si je raconte n'importe quoi. Mais OK, cool. Et donc, on n'a pas ce versionning. Et au moment qu'on fait des updates des composants, par exemple sur Figma, que tu reçois, tu sais, la petite alerte qui te dit il y a une nouvelle version de tel ou tel composant. La réalité, c'est que souvent, c'est des évolutions en fonction des besoins des utilisateurs. Par exemple, tu sais, les boutons qui sont un peu partagés avec un petit drop-down, je ne sais pas comment chacun l'appelle comme il veut, mais c'est un gros bouton que si tu cliques sur la partie principale du bouton, ça fait une action, et si tu cliques sur le drop-down à droite, ça te déroule un truc. Donc, ça, on ne l'avait pas, à un moment donné, on ne l'avait pas. On avait juste un bouton plat et on ajoutait l'option un bouton avec drop-down. Mais ça correspond à qu'un designer, il a proposé cette solution-là, cette solution a été validée et donc le composant doit évoluer. Donc, la chaîne, c'est souvent un designer, par exemple, dans l'équipe Théo pourrait proposer soit un nouveau composant, soit une nouvelle variante d'un composant.
Et donc, Design Ops, on prend cette demande-là et on voit si ça mérite de faire un update du composant Android ou si c'est vraiment un cas ultra spécifique de son produit. Et dans ce cas-là, on ne fait pas l'update. Yay! Merci pour votre présentation. C'était vraiment super intéressant. La partie Design Ops et aussi la partie processus de création d'un composant. Ma question va à Pedro, parce qu'il a dit qu'il est une face devant 100 persons, like people. Donc, j'aimerais bien savoir comment est-ce que tu articules tout ça. Donc, comment est-ce que vous fédère en fait, tous ces gens qui sont en train de construire pour le Design Ops? Rigole pas, Benjamin. En fait, je pointe à Benjamin parce que lui, c'est le team lead de la partie engineering, justement, de Design Ops. En fait, on a encore aujourd'hui des systèmes de rotation dans lesquels n'importe quel ingénieur de la boîte peut se dire « Ah, je veux améliorer ce composant-là » ou « Je veux créer carrément un nouveau composant » et donc il y participe ou elle y participe. Mais sinon, tout reste centralisé sur le design, sur l'équipe Druid, sur l'équipe Design Ops. C'est vraiment les seuls qui contribuent à plein temps sur le design system. Après, tu as différents types de contributions. Si tu auras des gens qui vont directement proposer des PR qui doivent être validés par Design Ops, il y aura d'autres gens qui vont simplement contribuer en termes d'idées, en termes de dire « Ah, je pense qu'on devrait faire ça » et qui proposent soit, j'en ai vu par exemple chez Security, des gens qui parfois sandboxaient un bout de code et qui disaient pour le faire comme une espèce de POC chez eux, et peut-être qu'après ça passerait chez Druid si ça mérite d'être là. Mais ça reste Design Ops qui fédère tout. Merci. Merci pour les présentations, elles étaient vraiment très claires. J'ai une question, notamment par rapport au doc, Google Doc Design Review, mais ça concerne aussi le Design Ops. C'est comment vous traquez en fait les faiblesses des composants et des gros composants, des faiblesses, des weaknesses. Par exemple, le UX content ou le fait que le side panel est peut-être pas la bonne solution parce que ça peut avoir des faiblesses dans l'accessibilité. Comment vous traquez ça pour pouvoir faire évoluer les composants après, si vous le traquez? On n'a pas une espèce de backlog qui nous dit il faut changer tout ça. Okay. Bon, si on a, mais la réalité c'est qu'on a tellement de requêtes aujourd'hui qu'on travaille beaucoup moins par un système de backlog un peu dur qui pourrait nous dire les priorités, les prochains changements de design system. En termes de comment est-ce qu'on fait évoluer, souvent ça vient d'une équipe product design qui nécessite vraiment ces changements-là. Donc, on n'a pas forcément un système d'évaluation ou d'audit de chaque composant. En fait, le danger d'un audit, c'est que tu peux tomber très vite dans des cas ultra hypothétiques que tu ne vas jamais utiliser. Donc, on essaye que, par exemple, je crois que, je ne sais pas avec qui je parlais ce matin, avec Thibaut, qui est de Design Ops, un des ingénieurs, qui me disait, rappelle-toi de leur dire qu'on a commencé assez modeste et que ça fait partie du succès parce qu'on essaye de viser 50 use cases pour un certain composant, on vise les use cases qu'on a. Et donc, des nouveaux use cases apparaissent en fonction des produits. Par exemple, les produits UX Monitoring, ça c'est l'équipe de Théo qui va dire, j'ai besoin de ça. Mais on n'a pas ce cas hypothétique de dire, on va évaluer tous les composants. Par exemple, la seule chose qu'on évalue de cette façon-là, c'est un peu l'accessibilité. Quand on change de couleur, quand on change de taille de font, etc. Là, effectivement, on fait des tests un peu, tu vois, dans tout le spectre
des couleurs. Mais à part ça, non. Et dernière question du coup. Donc à la fin, en fait, quand vous faites votre Google Doc, vous ne comparez pas les solutions en disant il y a des pros et cons dans chaque. Et même si vous choisissez en fait un composant, vous ne dites pas bon, il y avait quand même une faiblesse à ce niveau-là. Si jamais cette faiblesse elle revient trop souvent, on retravaille dessus. Si. Ok. En fait, au moment que tu présentes différentes options, comment dire, je ne sais pas s'il y a une solution systématique à la comparaison entre deux solutions. Moi, personnellement, quand je faisais moi-même du design, j'utilisais un système de variables dans lequel je disais cette solution elle est meilleure pour tel use case et cette solution elle est meilleure pour cet autre use case. Et après, c'est toute l'équipe qui discute et qui dit OK, on va bénéficier de ça. Aussi, parfois, tu fais apparaître de nouveaux use cases qui n'existaient pas au moment du product brief. Et donc, après, et parfois, tu as des solutions qui sont un peu similaires. Et parfois, on dit, bon, on doit avancer, on prend ça, on lance une pièce, et voilà. Bonsoir. Déjà, merci parce que c'était super intéressant d'avoir un vrai retour d'expérience et un vrai use case dans lequel on peut aussi se projeter. Et du coup, par rapport au design collaboratif, je voulais savoir s'il y avait une raison de le faire en live et pas en asynchrone. Parce que par exemple, nous, dans notre équipe, ça nous arrive d'avoir des problématiques et de le préparer pour, je sais pas, dans une semaine, tout le monde designer et ensuite de le présenter et de se l'expliquer. Et je voulais savoir s'il y avait un avantage à le faire en live et pourquoi vous avez décidé de le faire en live. Ouais. Déjà, c'est plus fun, je pense. Déjà, on ne se voit pas assez avec d'autres designers avec qui on ne travaille pas régulièrement. On aura pu effectivement le faire aussi off-sync, peut-être j'imagine en vidéo, par exemple, si on aura pu nous enregistrer avec l'agenda, avec les explications. C'est plus facile de le faire en live, d'avoir des retours des gens aussi et de construire quelque chose ensemble. C'est une bonne idée d'essayer off-sync également, mais parfois, on peut aussi construire sur les idées des autres. Du coup, ça permet d'avoir une conversation plutôt quand c'est en live. Vous échangez en même temps que vous designez? Parfois, oui. Ouais, on avait des questions. Ça, c'était vraiment exceptionnel avec 14 designers. Ça change la dynamique. Les sessions live que je fais tous les lundis avec mon équipe, parfois, ça nous arrive de faire que des échanges ou parfois d'avoir un designer qui est le driver. Ça veut dire que les autres vont un peu plutôt regarder, poser des questions et c'est un designer qui va bouger les choses dans Figma. Merci beaucoup. Une dernière question et après les petits fours. Je suis désolée de délayer les petits fours, excusez-moi. En fait, je voulais savoir, j'imagine que Datadog est sensible aux questions de cybersécurité et je voulais savoir si vous intégrez des pratiques de Secure by Design et comment vous intégrez des pratiques de cybersécurité dans votre process de design. Bonne soirée. En fait, la réalité, c'est non. La réponse courte, c'est non. On reste en contact avec l'équipe de sécurité qu'on a. Et c'est eux, c'est eux qui développent toute une série justement de formations et de pratiques à l'intérieur pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Par exemple, spécifiquement chez DesignOps, tous les ingénieurs ou tous les gens qui touchent au code, et on a des designers qui touchent au code aussi, tout le monde doit passer toutes les formations sécurité, des background checks et tout ce qu'il faut. Bon, background checks. Tu veux répondre, c'est ça? Le design system en lui-même est safe pour tout ce qui est faille XSS et tout ça. Et à chaque fois que des nouveaux composants sont ajoutés au design system, il y a quand même une grosse attention qui est mise
sur le fait qu'il n'y ait pas de faille de sécurité dedans. Et l'application en elle-même se fait aussi auditer assez souvent pour détecter des failles XSS ou autres dans le back-end, bref. Donc, je ne sais pas si d'un point de vue design, là-dessus, je ne peux pas répondre, mais à chaque fois que des composants sont implémentés, c'est comme une attention qui est portée sur les composants eux-mêmes. Allô? Merci beaucoup. Alors, avant de passer au petit four, je vous demande de scanner ce petit QR code. En fait, il y a un petit formulaire à remplir avec 3-4 questions. C'est très important pour nous pour voir en fait vos feedbacks et ce qui marche et ce qui marche moins. Voilà. Je vous laisse scanner et on va passer au buffet. Et s'il y a des choses que vous avez aimées ou pas aimées, vous pouvez le mettre là. Vous pouvez aussi venir nous voir après en buvant un coup ou en mangeant. Si vous voulez faire des talks pour nous, enfin pour Friends of Figma aussi, venez nous voir, on en a besoin. Il y aura aussi des petits fours ou des bières. Rendez-vous en octobre ouais, pour un nouveau meet-up avec Figma cette fois-ci.